Les années 80 n'étaient-ils pas une période de confort, mais une ère de curiosité? Les ordinateurs démarraient lentement, les écrans scintillaient, et chaque nouvel appareil donnait l'impression de jeter un coup d'œil sur l'avenir. Ceux qui aimaient la technologie à l'époque devaient être patients, apprendre, expérimenter. C'est précisément pourquoi chaque innovation semblait si spéciale. De nos jours, nous transportons plus de puissance de calcul dans nos poches que des bureaux entiers à l'époque. Pourtant, beaucoup des choses qui ont jeté les bases de notre monde numérique sont presque oubliées. Dans cette vidéo, nous voyageons dans un temps où la technologie était encore chère, encombrante et pleine d'espoir. Voici 10 choses des années 80 dont seuls les passionnés de technologie se souviennent vraiment. 1. iPL, Lisa. Lorsque l'Apple Lisa a été présenté le 19 janvier 1983, il ressemblait à un ordinateur venu d'un autre monde. Alors que la plupart des gens travaillaient encore avec des commandes textuelles cryptiques, le Lisa affichait soudainement des fenêtres, des icônes et une souris. Pour beaucoup, ce fut le premier moment où les ordinateurs ne semblaient même pas seulement puissants, mais aussi compréhensibles. Le nom Lisa signifiait officiellement Local Integrated Software Architecture, mais c'était aussi un hommage très personnel à la fille de Steve Jobs. Avec un prix de près de 10 000 $, l'ordinateur était cependant bien hors de portée des foyers normaux. Il s'adressait aux entreprises et aux utilisateurs professionnels prêts à payer pour cette nouvelle manière d'opérer. Mais c'est là que résidait son problème. La sélection de logiciels était limitée, les disquettes étaient considérées comme peu fiables et peu de temps après, le Macintosh est apparu, plus rapide et nettement moins cher. En seulement 2 ans, environ 60 000 unités ont été vendues. D'un point de vue purement économique, le Lisa fut un échec. Néanmoins, son héritage perdure. Sans l'Apple Lisa, il n'y aurait pas d'interface utilisateur graphique telle que nous la connaissons aujourd'hui. Il était en avance sur son temps et a prouvé que la vision est parfois plus importante que les chiffres de vente. 2. Sinclair ZX Spectrum. Lorsque le ZX Spectrum est apparu en avril 1982, il a fondamentalement changé la relation entre les gens et les ordinateurs en Europe. Soudain, posséder son propre ordinateur n'était plus un luxe, mais quelque chose que l'on pouvait s'offrir, qui trônait dans la chambre d'enfant ou le salon et qui attisait la curiosité. Ses touches distinctives en caoutchouc, son boîtier compact et sa connexion au téléviseur familial le rendaient immédiatement inimitable. Ce qui a rendu le ZX Spectrum vraiment spécial, ce n'était pas seulement son prix bas, mais le sentiment de liberté qu'il procurait. Les programmes étaient chargés via des cassettes, souvent accompagnés de bips et de longs temps de chargement. Mais c'est précisément cette attente qui faisait partie de l'expérience. Quiconque possédait un Spectrum apprenait la patience, la curiosité et souvent aussi les premiers pas en programmation. Avec des millions d'unités vendues, le ZX Spectrum est devenu l'un des ordinateurs domestiques les plus réussis de son époque. Il a apporté jeu, créativité et compréhension technique dans d'innombrables foyers européens. Pour de nombreux passionnés de technologie, ce fut le premier contact avec un monde numérique qui semblait soudainement palpable. 3. BBC Micro. Lorsque le BBC Micro est arrivé sur le marché fin 1981, il était bien plus qu'un simple ordinateur domestique. C'était un projet national. Développé dans le cadre de l'initiative de la BBC pour l'éducation informatique, cet ordinateur était censé montrer à toute une génération comment les ordinateurs fonctionnaient vraiment. Dans les écoles britanniques, il est rapidement devenu un élément essentiel de l'enseignement, mais il a également trouvé sa place à la maison. Le BBC Micro était considéré comme robuste, fiable et étonnamment polyvalent. Il pouvait programmer, afficher des graphiques, produire des sons et même contrôler des périphériques externes. Pour de nombreux enfants et adolescents, ce fut le premier contact avec la véritable informatique, pas seulement avec les jeux, mais avec la logique, le code et la résolution de problèmes. Bien qu'il ait été ensuite concurrencé par des ordinateurs moins chers et plus axés sur les jeux, le BBC Micro a laissé une impression durable. Il a façonné la pensée technique d'une génération et a jeté les bases de nombreuses carrières futures dans le monde de la technologie européenne. 4. Bulletin Board Systems, BBS. Bien avant l'existence des réseaux sociaux, des moteurs de recherche ou d'Internet permanent, il existait un monde numérique accessible uniquement aux initiés.
Les Bulletin Board Systems, ou BBS, étaient inventés dans les années 1980, ce qui se rapprochait le plus d'Internet. Ceux qui voulaient en faire partie avaient pas besoin d'un ordinateur, d'un modem et, surtout, de patience. La connexion était un rituel. Le sifflement aigu du modem, la lente connexion via la ligne téléphonique et le fait de savoir qu'une seule personne pouvait être en ligne à la fois. Dans ces lieux de rencontres numériques, les passionnés de technologie échangèrent des messages, jouaient à des jeux textuels, téléchargèrent des programmes et se sentaient membres d'une petite communauté exclusive. Chaque BBS avait son propre caractère, souvent géré par des amateurs qui entretenaient leur système avec passion. Pour beaucoup, ce fut le premier moment où les ordinateurs n'étaient pas seulement des outils, mais reliaient les gens entre eux. Les BBS ont jeté les bases des forums, des chats et finalement de l'Internet social, que nous tenons pour acquis aujourd'hui. 5. Vectrex. Alors que la plupart des consoles de jeux du début des années 1980 se connectaient aux téléviseurs domestiques, la Vectrex a pris une toute autre direction. Elle était livrée avec son propre écran. Un moniteur monochrome intégré affichait des graphiques vectoriels d'une netteté exceptionnelle, qui se distinguaient nettement des pixels grossiers des autres systèmes. Pour les amateurs de technologie, cela ressemblait à un aperçu de l'avenir du jeu vidéo. Les jeux apparaissaient sous forme de lignes lumineuses sur un fond sombre, clair, fluide et presque élégante. Pour apporter de la couleur au jeu, on plaçait des feuilles transparentes sur l'écran, une solution simple mais ingénieuse. Des titres comme Mindstorm, déjà intégrés à l'appareil, montraient à quel point les jeux pouvaient être différents lorsque la technologie et le design exploraient de nouvelles voies. Malgré ses particularités techniques, la Vectrex est restée un produit de niche. Elle était plus chère que beaucoup de ses concurrents et est apparue peu avant le grand crack des jeux vidéo du début des années 1980. Mais c'est précisément pour cela qu'elle est légendaire aujourd'hui. Pour de nombreux nerds, elle était la preuve que l'innovation est parfois plus importante que le succès de masse. 6. Laserdisc. Quand le laserdisc est apparu à la fin des années 1970 et s'est lentement répandu dans les années 1980, cela ressemblait à une promesse venue du futur. Alors que les formats VHS et Betamax luttaient encore avec un bruit visible, le laserdisc offrait une image et un son bien en avance sur leur temps. Pour les amateurs de technologie, ce fut la première rencontre avec une véritable qualité cinéma dans leur propre salon. Les grands disques brillants semblaient futuristes, presque scientifiques. Mais cette perfection avait un prix. Les lecteurs étaient chers, les disques encombrants, et les enregistrements étaient impossibles. C'est précisément pourquoi le laserdisc est resté un produit pour les passionnés, pour les personnes pour qui la qualité était plus importante que le confort. En Europe et surtout au Japon, une petite communauté passionnée s'est développée autour du laserdisc. Les cinéphiles collectionnaient des films, discutaient de la qualité d'image et appréciaient le sentiment d'être en avance sur leur temps. Même si le format a été plus tard supplanté par le DVD et le Blu-ray, le laserdisc reste un symbole du moment où la vidéo domestique est devenue pour la première fois vraiment de haute qualité. 7. Speak and Spell. Lorsque Speak and Spell a été développé à la fin des années 1970 et a connu son grand succès dans les années 1980, cela semblait presque magique. Un petit appareil orange qui pouvait soudainement parler. Pour de nombreux enfants, ce fut le premier moment où la technologie ne se contentait pas de s'allumer ou de biper, mais leur parlait. Développé par Texas Instruments, Speak and Spell était basé sur une technologie de synthèse vocale précoce, initialement destinée à la recherche. Au lieu de méthodes d'apprentissage arides, les enfants entendaient désormais une voix synthétique qui prononçait les lettres, épelait les mots et corrigeait les erreurs. L'apprentissage ne ressemblait plus à une obligation mais à un jeu. Mais les adultes aussi étaient là fascinés. La voix artificielle sonnait étrange, légèrement robotique et pourtant étonnamment compréhensible. Speak and Spell est devenu un symbole d'un avenir où les machines pourraient non seulement calculer, mais aussi communiquer. Pour les passionnés de technologie des années 1980, c'était un petit avant-goût d'un monde où les ordinateurs feraient partie du quotidien. 8. HyperCard. Lorsqu'Apple a publié HyperCard en 1987, personne ne soupçonnait à quel point cet outil était révolutionnaire. À première vue, il semblait simple, presque anodin. Mais pour les passionnés de technologie, HyperCard a ouvert un monde entièrement nouveau.
Ce n'était pas un programme ordinaire, mais une plateforme avec laquelle chacun pouvait créer ses propres applications interactives. HyperCard fonctionnait avec des piles de cartes, des fiches numériques contenant du texte, des images et des boutons. Avec le langage intégré HyperTalk, même des personnes sans formation classique en programmation pouvaient créer des fonctions, contrôler des processus et réaliser des idées. Pour beaucoup, ce fut le premier contact avec la programmation créative, bien avant que le terme « application » n'existe. Dans les années 1980, HyperCard est devenu un terrain de jeu pour les développeurs, les enseignants et les nerds curieux. Des présentations, des bases de données, des programmes d'apprentissage et même des jeux primitifs ont été créés avec lui. Bien qu'il soit tombé dans l'oubli par la suite, HyperCard est aujourd'hui considéré comme un précurseur silencieux des concepts logiciels modernes. Pour les passionnés de technologie, c'était la preuve que les ordinateurs ne pouvaient là pas seulement être utilisés, mais aussi conçus. 9. MIDI. Lorsque le MIDI a été introduit au début des années 1980, il a changé le monde de la musique discrètement, mais pour toujours. Pour la première fois, les instruments électroniques, les ordinateurs et les synthétiseurs pouvaient communiquer entre eux. Non pas par le son, mais par l'information. Quelle touche était pressée, combien de temps elle était maintenue, quelle était la force de l'attaque. Pour les fans de technologie, c'était de la pure magie. Le MIDI a permis de créer des configurations complexes où un seul clavier contrôlait des paysages sonores entiers. Les musiciens pouvaient enregistrer, modifier et recombiner des idées sans avoir à rejouer chaque note. Les studios sont devenus plus petits, les productions plus flexibles, la créativité plus libre. Particulièrement en Europe, le MIDI a façonné de manière décisive la scène de la musique électronique des années 1980. Synthétiseurs, boîtes à rythme et ordinateurs ont fusionné pour former un nouvel instrument. Pour les nerds, c'était clair. Ce n'était pas seulement une norme technique, mais le début d'une toute nouvelle façon de penser et de créer la musique. 10. La comète de Halley, 1986. Lorsque la comète de Halley est réapparue dans le ciel en 1986, ce fut bien plus qu'un événement astronomique. Pour de nombreux passionnés de technologie et de sciences des années 1980, cela a ressemblé à un moment où passé, présent et futur se rejoignaient. Un corps céleste, visible environ tous les 75 ans seulement, est revenu, précisément à une époque de développement technologique rapide. Pour la première fois, une comète n'a pas seulement été observée, mais intensément étudiée par des sondes spatiales. Les données sur son noyau, sa structure et son mouvement ont fourni de nouvelles perspectives sur le système solaire. Pour les nerds, c'était fascinant, car soudain, l'exploration spatiale n'était plus de la science-fiction, mais de la science palpable. Même si la comète semblait moins spectaculaire à l'œil nu qu'espéré, son importance est restée énorme. La comète de Halley a rappelé à toute une génération à quel point l'homme est petit dans l'univers et à quel point la technologie aide à comprendre cette immensité. Pour beaucoup, ce fut un moment silencieux, mais inoubliable des années 1980. Les années 1980 n'ont pas été une décennie de perfection, mais d'expérimentation. La technologie était bruyante, lente et souvent compliquée, mais c'est précisément là que résidait sa magie. Chaque démarrage d'ordinateur, chaque bip d'un modem, chaque nouvelle innovation donnait l'impression d'un petit pas vers un avenir inconnu. Beaucoup de ces choses ont aujourd'hui disparu ou ont été remplacées par la technologie moderne. Pourtant, pour ceux qui les ont vécues, elles restent plus que de simples appareils ou formats. Ce sont des souvenirs d'une époque où la curiosité était plus importante que le confort et où la technologie suscitait encore un véritable émerveillement. Si tu t'es retrouvé dans ces moments, alors tu fais peut-être partie de ceux qui ne se contentent pas d'utiliser la technologie, mais la ressentent. Abonne-toi à la chaîne pour découvrir ensemble encore plus de chapitres oubliés du passé et faire revivre les histoires derrière la technologie.